Au Québec, en 2018, 244 000 ménages locataires vivent dans un logement inadéquat, soit parce que trop cher, insalubre ou trop petit pour leur famille. Bien que la situation du logement soit bien meilleure aujourd'hui qu'au début du 20e siècle, l'accès à un toit décent et abordable demeure un enjeu très actuel. Pour faire face au problème, le Québec a fait preuve d'innovation en misant sur le développement de l'habitation communautaire. On voulait ainsi répondre aux besoins de la population à faible et moyen revenus et offrir des logements adaptés et du soutien aux personnes ayant des problématiques particulières, que ce soit sur le plan physique ou de la santé mentale. Aujourd'hui, avec un parc immobilier de 80 000 logements, l'habitation communautaire permet à quelques 145 000 personnes d'être logées convenablement dans des OSBL d'habitation et des coopératives. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Il y a 40 ans, alors que le Québec était en pleine ébullition, les groupes de ressources techniques voyaient le jour. Leur but? Développer des projets d'habitation communautaire permettant aux ménages à plus faible revenu d'avoir un logement à prix abordable dans leur milieu de vie, leur permettant ainsi de s'impliquer dans la gestion et la vie quotidienne de leur chez-soi. Au Québec, c'est particulier. La question du logement, c'est le seul secteur où on ne parle pas d'universalité. Je pense qu'on pourrait reconnaître que le logement social, c'est un droit. La base, là, c'est quand même un logement. Parce que si t'as pas de logement, sur quoi tu construis? C'est un besoin primaire. Tout le monde doit avoir un toit sur la tête pour avoir une belle vie. Aujourd'hui, au nombre de 30, les groupes de ressources techniques communément appelés GRT étaient 15 au départ. Depuis leur fondation, ils ont permis la réalisation de milliers de projets, offrant ainsi un logement à des dizaines de milliers de personnes. Les résidents du quartier, ici, ont des droits acquis sur les logements qu'ils occupent depuis toujours, depuis des générations. Ils ont accompagné des centaines de groupes dans leur lutte pour l'accès à un logement sur l'ensemble du territoire québécois. On va être obligé de lui envoyer par la poste notre mémoire, la pétition qui demande de protéger le quartier contre la démolition. Mais tout ça, c'est parti de mouvements citoyens qui disaient, ben là, il y a personne qui veut s'occuper de nous autres, on va s'en occuper. Présents aux quatre coins du Québec, que ce soit dans les milieux urbains ou ruraux, les employés des groupes de ressources techniques sont des gens passionnés qui veillent chaque jour au développement de l'habitation communautaire. Ils s'assurent de réunir les fonds nécessaires pour mener à bien les projets et ne baissent jamais les bras devant les défis qu'ils rencontrent au quotidien. Une coopérative d'habitation, ça n'est pas comme ça. C'est fait à partir de ressources techniques. C'est pas des consultants, les GRT. C'est des organisations, des outils au service des communautés qui revendiquent des logements pour des gens dans des milieux donnés. Notre projet devient le leur. C'est pas un fournisseur de services, c'est un partenaire. C'est notre mission de base depuis 40 ans. Donc, forcément, on est les spécialistes de tout ce mouvement-là. Il n'y a pas un privé qui peut faire ça. Honnêtement, ce qu'on fait, il n'y a personne qui peut le faire. Aujourd'hui réunis dans l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, l'AGRTQ, les GRT continuent d'accompagner des groupes dans la réalisation de leurs projets, en passant du volet immobilier au financement et à la vie associative par la suite. On fait des choses extraordinaires avec pas de budget, là. On oublie que derrière tous ces projets-là, c'est dizaines de milliers de logements qui se sont faits. Moi, ma fierté, là, c'est chaque logement qu'on a fait. Notre rêve, dans le fond, c'est de faire en sorte que tout le monde soit bien logé. Voici ce qui a façonné ces 40 dernières années. Au cours du 20e siècle, la situation du logement a beaucoup évolué au Québec. Alors que nous étions 2 millions au tournant du siècle, nous étions 6,3 millions en 1971, alors que le baby-boom de l'après-guerre a fait exploser la population. La demande en logement augmente drastiquement, mais la construction ne suit pas les besoins. De plus, les ménages québécois sont en grande majorité des locataires dépendant d'une minorité de propriétaires. Les logements sont souvent trop petits, trop chers et insalubres. On a toujours dit que les Québécois étaient un peuple de locataires. C'est devenu presque une image qu'on pense caricaturale. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'autres villes en Amérique du Nord qui ont autant de locataires. Il faut y avoir un programme, il faut que ça soit structuré. Selon les données du recensement de 2016 de Statistique Canada, 457 000 ménages locataires du Québec dépensent au-delà du seuil reconnu d'abordabilité de 30 % de leurs revenus aux dépenses de logement. Près de 200 000 utilisent plus de 50 % et il y a même 82 000 ménages qui doivent dépenser plus de 80 % de leurs revenus pour se loger. Au fil des ans, les revenus des ménages n'ont pas suivi la hausse des loyers.
Dès les années 30, les années 40, on se rend compte qu'il y a un manque de logement absolument épouvantable. Et les maigres programmes qui étaient à la disposition des gens pour essayer de se loger s'effondrent durant la Seconde Guerre mondiale. Et là, va arriver cette chose qu'on a appelée le baby boom. Alors, la situation devient absolument intenable, alors qu'elle l'était déjà difficilement auparavant. Ce qui fait que là, il va falloir qu'on trouve des mesures, qu'on trouve une solution dans l'extension du territoire. Il va y avoir très rapidement beaucoup de maisons qui sont construites au profit ou au déficit, selon les points de vue, d'une extension aussi du réseau urbain, où tout d'un coup, c'est le tout à l'auto. Ça bouleverse complètement le système d'organisation du logement et de la vie. Et on n'est pas sorti encore de ça. Quelles sont, à votre avis, les erreurs les plus graves qu'on a faites au sujet du développement de Montréal depuis 30 ans? Oh, c'est les autoroutes, les grandes autoroutes. On a démoli des masses de bâtiments d'habitation sur la rue Notre-Dame, vers l'est. Les années 60, au Québec, quand on parlait de rénovation, de construction, c'était toujours de la démolition. Montréal deviendra la première grande ville du monde, sans taudis. On alignait une série de maisons de pauvres, puis on faisait une autoroute à Trois-Rivières. On faisait ça à Québec, on faisait ça à Montréal. On plaçait Radio-Canada, on démolissait, puis on envoyait les pauvres où ils pourront. Statistiquement, on avait réglé la pauvreté. Quand je pense, par exemple, à la destruction de ce qui s'appelle le Faubourg Amlas, c'est encore le triomphe de l'automobile où on dit à des gens qui viennent d'Outremont ou de quartiers plus chics, ben, on va vous raser un quartier, vous allez pouvoir venir vous stationner, puis ça va être le développement de la ville au nom du progrès. Il y a une vision de ce qui est vieux comme étant sale. Et les citoyens, les résidents de ces places-là ont dit, ben nous, on y habite, puis on veut y rester encore, on trouve que ça n'a pas de bon sens. Il y a eu donc des mobilisations à l'époque pour dire, nous, on veut conserver nos quartiers, puis on veut y demeurer. C'est donc cette mobilisation-là citoyenne qui est à l'origine du logement communautaire. À un moment donné, il y a des professionnels, des jeunes qui ont dit, bon, les architectes, qui ont dit, nous, on serait prêts à donner un coup de main. Donc, on était un groupe d'architectes, de jeunes architectes à l'école d'architecture, qui recevaient des demandes de groupes communautaires. Et puis, on t'envoyait une équipe là-dedans, puis ça a donné un modèle. Puis ce modèle-là, c'est devenu les groupes de ressources techniques. Le nom est venu de ça. Puis ça venait d'une idée où les citoyens disaient, on sait ce qu'on veut, vous savez comment le faire. On a la politique, on sait ce qu'on veut, vous êtes le technique, vous allez travailler pour nous autres. Les gouvernements ont dit, bien, on va mettre une subvention disponible. C'était une petite subvention qu'il y avait. Et les groupes de ressources techniques sont nés. Je me souviens de la signature de la première convention de GRT. Ça avait l'air d'un conventum d'étudiants d'école d'architecture du Québec. On se connaissait tous. On avait un prof qui était devenu vice-président. Puis c'est comme ça qu'il est devenu. Puis on a tous signé une première convention. Puis ça a duré comme ça. Puis on est à des dizaines de milliers de logements plus tard. Des fins de convention, c'est-à-dire des fins de paiement d'hypothèque. Puis quand tout attend, tout tient. Puis ça marche. Le Québec vit un bouleversement dans les années 60 et 70. Les valeurs d'équité et d'égalité sont plus importantes que jamais. Les grands mouvements sociaux que sont le féminisme et le syndicalisme atteignent des sommets. C'est aussi l'apparition des services de santé publique et la création des polyvalentes et des cégeps. Le logement n'est pas en reste. C'est dans ce contexte que naissent les premiers groupes de ressources techniques. Un groupe de ressources techniques, au départ, c'est un groupe qui offrait des services à des citoyens, des citoyennes qui veulent développer un projet de logement communautaire. On offrait toute la gamme de services entières, de l'animation à l'administration, passant par l'architecture, par l'ingénierie, autrement dit, tout ce qui permet, entre guillemets, de constituer une coopérative était au cœur des groupes de ressources techniques, mis à part, mettons, évidemment, le volet construction. Aujourd'hui, quand on regarde un groupe de ressources techniques, bien, c'est encore des professionnels, mais là, de toute discipline, qui mettent à profit leurs compétences au service d'une mission. On accompagne les gens. Donc, ça reste toujours leur projet. On n'est pas là pour dicter nécessairement ce qui doit être fait. On est là pour présenter les possibles, les amener vers la réalisation de leurs rêves, répondre à leurs besoins, mais toujours dans une approche d'accompagnement, d'éducation. Pourquoi l'habitation communautaire, en fait, ça a toute son importance au Québec, là, autant chez nous que partout au Québec? C'est parce que le privé n'est pas capable d'offrir la formule qu'on offre. Dans le fond, nous, un projet donné, mettons, d'une dizaine d'unités de logement qui va nous coûter 1 500 000 à construire, bien, on a 50 de subvention.
pour y arriver. Avec autant de besoins qu'on a au Québec, je veux dire, il faut que les GRT soient là puis qu'ils livrent la marchandise. Partout au Québec, les groupes de ressources techniques s'assurent de répondre aux besoins des communautés. Depuis 40 ans, ces besoins sont nombreux, très variés et ont évolué au cours des années. Les besoins des femmes seules et des mères monoparentales ont rapidement émergé comme enjeu important au niveau du logement. La distorsion des salaires et des revenus entre les femmes et les hommes est souvent très importante dans des régions minières, par exemple, ou même des régions forestières, parce que les hommes ont un bon salaire. Les femmes, quant à elles, sont toujours cantonnées dans les tâches traditionnellement féminines. Donc, l'enseignement des petits-enfants, les garderies, les maternelles, l'infirmière, l'auxiliaire, et ça méritait pas, selon les gens qui payaient, ça méritait pas de talent bien particulier pour s'occuper des enfants ou s'occuper des personnes malades. Donc, on rémunérait moins ces femmes-là. Donc, ces emplois qui ont toujours été occupés majoritairement par des femmes le sont toujours et sont toujours moins payés que les hommes. Le GRT Cité des bâtisseurs a été créé pour répondre à cette problématique. Ça, on n'a rien. Ça, on va être à peu près à 41 $. À Bécomo et sur la Côte-Nord, les groupes de femmes ont été instigatrices de plusieurs organismes, dont notamment Cité des bâtisseurs, qui a vu le jour grâce au militantisme des femmes. En fait, le droit à l'égalité des femmes passe par l'accès au logement décent et à moindre coût. Nous sommes devant la coop des 7. C'est un immeuble de 18 logements qui s'est construit à l'origine en 1988. Nous avons accompagné le groupe pour l'entièreté de la construction. En 2017, grâce à un programme de la Société canadienne d'hypothèques et logements, on a réussi à les accompagner pour une cure de jeunesse de l'extérieur du bâtiment. Donc, je suis venue ici pour vérifier si ça a été fait selon ce que l'on voulait. Oui, Ah, toi! bonjour, Dani. Bonjour. C'est ça, je venais vérifier les petites déficiences qui restaient à faire là, au niveau de... On va passer par en arrière, ça va être plus court. OK. Fait que t'as rien qu'à me suivre. Il n'y a pas de problème. Fait que là, hier, ils ont venu... Hier matin? Hier matin, ils ont venu, ils ont peinturé nos portes. Ils ont fini OK. la finition des portes. Moi, c'est Émilie Girard. Je suis la présidente de la coopérative des aides à Bécomo. Ça fait 5 ans que j'habite ici. Ça améliore beaucoup notre condition de vie. Quand on est tout seul, là, puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas travaillé toute ma vie, moi, là. J'ai commencé à travailler, j'avais 50 ans. Fait que les pensions de retraite, là, c'est pas gros, là. Vivre dans une coopérative, ça nous fait beaucoup de la sociabilisation. On vient comme une famille, on s'entraide, on travaille dehors ensemble. C'est ça, c'était l'entraide, puis la communication, puis le voisinage qui est plein à faire. Ouais, l'asphalte, ils ont venu réparer ça. Ça a l'air être que, selon nos souhaits, ils ont repris la fissure. C'est sûr que ça fait une fente, là. Non, ça, Cédric va venir voir ça, là, l'ingénieur, pour mettre son seau. Au cours des dernières années, l'augmentation du nombre de personnes âgées, particulièrement des femmes seules, a amené le GRT à créer des résidences abordables, ancrées dans la communauté, ce que le secteur privé n'offrait pas. Ici, le projet, c'est la Villa des retraités. La particularité de ce projet-là, je vous dirais, il est très bien coté dans le secteur parce qu'il y a une liste d'attente de 125 noms. C'est un projet qui a une très belle renommée. Moi, mon nom, c'est Yvette Thibault. Je suis responsable de la résidence. Ça fait 3 ans qu'on habite ici, mon mari et moi. Oh, bien, on voulait se payer un petit luxe avant de partir pour le grand départ. Moi, je m'appelle Odette Boudreau. J'habite ici depuis l'ouverture, 1er décembre 2010. Moi, j'ai travaillé sur le projet 2 ans avant l'ouverture. J'étais sur le CA. On est venu, Doris et moi, dans des réunions de chantier, dans la roulotte. Puis on suivait tout ça, c'était intéressant. Moi, j'aimais ça comme une petite folle. Chaque locataire a son balcon. C'est ouvert aux résidents, aux visiteurs. C'est ouvert, je vous dirais, sur la communauté. Le principe des projets communautaires, justement, c'est une ouverture sur la communauté, puis de poursuivre ces liens-là à l'intérieur des projets. On se connaît tous. C'est comme une petite famille. On s'inquiète quand il y en a une qui n'est pas là au repas. On va demander à la cuisinière, bien, elle s'est appelée qu'elle venait pas. Si elle dit non, bien là, on va voir dans son appartement où qu'on l'appelle. Il se développe une vie communautaire et une solidarité
qu'on n'a peut-être pas ailleurs. Alors, il y a ça aussi comme qualité de vie qui est apportée dans le logement social, en plus d'avoir un logement décent à des coûts décents aussi. Moi, quand je suis entrée ici, non, je connaissais pas personne, mais je me suis fait des amis, 36 amis. Un des défis des GRT en région est la grande étendue du territoire. C'est particulièrement le cas des employés des GRT qui couvrent les régions comme la Gaspésie, l'Abitibi, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui doivent parcourir des milliers de kilomètres chaque année pour assurer la réalisation des projets. On a beaucoup de municipalités aussi qui ne sont pas reliées par la route, donc il faut se déplacer soit par avion. Même l'hiver, entre certains villages, on voit, c'est la motoneige. Pour apporter aussi les matériaux de construction, c'est soit par la route jusqu'à Natashquan et ensuite, les matériaux doivent être transportés par bateau. C'est sûr, considérant qu'on a un territoire qui est très grand, ça a un impact financier au niveau des coûts de projet. Parce que, et de là, la main-d'œuvre n'est pas toujours sur place. Le temps de déplacement est des fois de 6 à 7 heures juste pour l'aller pour une réunion. Là. On s'en va à l'aéroport à Pointe-Lebel. Je pars pour Gros-Mécatinant, pour un projet pour une résidence pour personnes âgées. Donc, je quitte pour 3 jours pour une coordination avec l'organisme. C'est environ 3 heures d'avion avec des transferts dans les différents petits villages. On voyage avec des petits avions. Ça me plaît beaucoup dans mon travail de pouvoir sortir du bureau, rencontrer les gens. C'est un contact direct avec les projets, les gens des municipalités qu'on rencontre. Donc, c'est vraiment un contact direct. Le réseau des GRT et l'habitation communautaire reste un secteur précaire en raison d'un financement insuffisant du gouvernement. Plusieurs des GRT se retrouvent donc avec de trop petites équipes sur de très grands territoires. C'est le cas du GRT du Sud-Ouest qui doit répondre aux besoins avec une équipe de 2 employés. Monsieur Pilon m'a qualifié de tenace. Ben là, une chance qu'on est tenace, sinon on aurait fermé la porte, ça fait bien longtemps. C'est sûr que le GRT, on était des bouts 4 employés, après ça 2, ou des fois, même on a vécu des bouts où moi et elle, on était sur le chômage. Fait qu'on a vécu vraiment les hauts et les bas du groupe de ressources techniques. Je pense qu'on était une équipe de 2 personnes. Je te cache pas qu'on patine fort. On patine fort. Les employés des GRT peuvent travailler de nombreuses années avant de voir un projet se réaliser. C'est le cas de Manon Leduc, qui travaille depuis 2009 à la réalisation d'un projet pour personnes âgées. C'est avec fierté qu'elle assiste aujourd'hui à la cérémonie de pelleté de terre. La cérémonie de pelleté de terre, c'est une étape importante. Tout le monde est invité, tout le monde qui a gravité autour de ce projet-là, autant politique que d'élus municipaux, etc., vient dire, bien oui, ce projet-là est important, puis que oui, les personnes âgées ont besoin de ce type d'habitation-là. Oui, ça vient nous dire merci. Oui, merci. Mais non, oui, c'est fait. Oui. Pour s'assurer que les travaux avancent tels que prévu, elles doivent fréquemment visiter les différents chantiers. On s'attache beaucoup au groupe avec lequel on travaille. Des fois, on peut être 4 ans, 5 ans, 6 ans à travailler avec des groupes. C'est ce que je pense qui est le plus gratifiant. Huguette Benoît vient tout juste de déménager dans une résidence pour personnes âgées. Mais avant, elle a vécu 24 années mémorables dans une coopérative de Salaberry de Valleyfield. Ce fut un moment charnière pour elle. Après 29 ans de vie commune, mon mari est parti avec une autre dame, donc j'avais 50 ans. C'était serré pour arriver les fins de mois, là, ça arrive vite. Donc, quand ça s'est présenté pour la coopérative, là, j'ai sauté sur l'occasion, là, puis ça a été très bon pour moi, pour ma santé d'abord, là, puis pour mon bien-être. Avoir un bon logement, ça fait en sorte que les gens se sentent en sécurité et qui fait qu'ils peuvent passer à autre chose. Ça aurait été pas mal dur de m'en aller dans des logements parce que les logements étaient trop chers. J'aurais pas pu arriver avec mon budget. Fait que ça a été une chance, là. Bon, Dieu était bon pour moi, je pense, là. Ils m'ont guidé vers ça, puis ça a fait l'affaire. Vivre dans un logement communautaire, c'est plus qu'avoir un simple toit. L'impact est beaucoup plus large pour les gens qui y habitent. Si ton logement n'est pas de qualité,
Ça va affecter ta relation avec tes enfants, ça va affecter, dans certains cas, ta santé, dans les problématiques, entre autres, de moisissure, puis de choses comme ça. Donc, puis essentiellement, ça affecte ton économie. Je veux dire, si un ménage consacre 50 de son revenu au logement, c'est clair qu'il n'y a pas assez d'argent pour le reste. Le logement abordable, c'est un droit de la personne. Autant on accepte que la scolarité soit gratuite, que les soins de santé soient gratuits. Peut-être qu'on a un travail à faire d'éducation pour dire que le droit au logement abordable, c'est aussi un droit fondamental, que le droit à la santé et le droit à l'éducation. Quand tu prends des gens qui, dans certaines situations, il faut se le rappeler, sont analphabètes ou sont très peu scolarisés, puis tu essaies de leur apprendre à administrer des ensembles immobiliers qui valent 1, 2, 3, 4, 5 millions, tu as un défi pédagogique qui est énorme, là. Dans mon livre à moi, même en 2018, la formule coopérative est la meilleure des formules en termes de responsabilisation citoyenne, en termes permettre à des gens démunis de s'impliquer, d'apprendre. Et régulièrement, on a vu le phénomène dans les coopératives d'habitation de gens démunis qui devenaient membres, qui s'impliquaient beaucoup, qui pouvaient acquérir des connaissances qui leur permettaient par moments même de retourner aux études et par moments même de se trouver un travail dans un domaine qu'ils n'envisageaient pas il y a quelques années avant de devenir membre de la coopérative. On les fait cheminer, on les passe des gens dans les coops, de locataires qui se plaignaient à la régie du logement à devenir des propriétaires en 6 mois, 1 an. C'est une grosse marche à monter pour des gens. Puis il y a des gens là-dedans qui sont rendus à la 3e génération d'aide sociale. Puis là, nous, on veut maintenant qu'ils gèrent la coop. Il y a une fille qu'on connaît, nous, quand on l'a rencontrée, elle était une junkie avec sa petite fille de 6 ans. Puis on a empêché que le gouvernement ramasse sa fille dans le DPJ parce qu'on l'a mis dans un projet. Puis à cette heure, elle travaille à la Banque nationale. Puis elle a tout changé sa vie au complet parce qu'on a cru en elle beaucoup. Puis on l'a mis dans une démarche où elle pouvait apprendre des choses. Puis on lui a montré comment servir de son apprentissage pour mettre dans son CV. Ça avait une valeur. C'était plus une personne qui avait rien, maintenant elle avait une valeur. Bien, il y a un exemple bien concret de ça. Avant d'être dans un GRT, j'ai fondé une coopérative. Puis il y avait une dame. Elle s'appelait Gemma. Puis à chaque réunion, elle s'assoyait à côté de moi. Puis elle disait, « André, j'ai oublié mes lunettes. Peux-tu me lire l'ordre du jour? » J'étais pas très vite à l'époque. Puis ça m'a pris longtemps de me rendre compte que Gemma portait pas de lunettes. Gemma était analphabète. Puis à un moment donné, j'expliquais à Gemma, écoute, c'est pas parce que tu es analphabète que tu peux pas aider à la coopérative. Donc, d'une part, j'ai réussi à la convaincre de s'inscrire dans un groupe d'alphabétisation. Ça a pris beaucoup de temps. Mais aussi, j'ai réussi à la convaincre qu'elle était capable d'avoir un apport, même si elle était analphabète. Donc, Gemma est devenue très rapidement la personne qui s'occupait des collations pendant les conseils d'administration puis pendant les corvées. Écoute, c'était embarrassant. Elle arrivait avec des muffins, elle arrivait avec du café, elle arrivait avec des biscuits, elle avait tout fait ça elle-même. Puis elle se sentait utile à ce moment-là. Tu comprends? Dans une communauté, puis dans une organisation, ces gens-là sont souvent exclus. Alors que dans ce mode de fonctionnement-là, on était très sensible au fait que ces gens-là ne doivent pas être exclus, qu'on doit lui trouver un rôle. Puis progressivement, Gemma est devenue membre du conseil d'administration. Progressivement, ses capacités de lire se sont développées. Puis elle a exercé un réel rôle de membre de conseil. Donc oui, c'est une façon de faire de l'inclusion sociale. L'habitation communautaire a un impact sur les familles en santé, en éducation, mais aussi en sécurité publique. C'est pourquoi les GRT ont essayé de s'adapter aux besoins, notamment celui des familles qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter une maison, mais qui ne souhaitaient pas non plus vivre en appartement moins adapté à leur mode de vie. Dans les années 80, alors que les taux d'intérêt étaient très élevés, l'accessibilité à la propriété était très limitée. Début des années 80, les gens ont oublié ça, là. Les taux d'intérêt hypothécaires étaient à 22 %. À l'époque où j'étais dans un GRT, moi, j'étais à la Ville de Québec, j'allais chercher des permis de rénovation. À un moment donné, de façon très anecdotique, la dame qui donnait les permis se met à m'interpeller par mon nom. Et là, je lui dis, bien, Morgane, vous avez une sacrée bonne mémoire. Il doit en passer beaucoup de gens ici qui demandent des permis. Non, il n'y a que vous qui venez depuis 2 ans.
J'étais le seul à demander des permis de rénovation sur le territoire des quartiers centraux de Québec à l'époque, parce que personne d'autre n'en faisait. Tu fais pas de rénovation quand les taux sont si élevés. Donc, on a réussi à faire ça. Ça a été important. Puis, on avait des programmes fédéraux qui nous soutenaient de façon très adéquate, là, grosso modo, jusqu'au milieu des années 80. Ici, à Lévis, les premiers projets de coopérative qui se sont faits à l'époque, au début des années 80, la GRT ici avait innové en développant un concept de type maison de ville. On voulait offrir à des ménages de Lévis des maisons pour des familles. La ruche et les abeilles, c'est un projet de 77 unités de logement. C'était un projet qui était assez innovateur parce qu'il permettait un meilleur coût par unité de logement construit. Ça a eu une bonne réceptivité parce que les gens souhaitaient ça. Pour les jeunes familles, ils avaient accès à des maisons à des prix beaucoup plus abordables là, que la maison conventionnelle. Aujourd'hui, on a vraiment un patrimoine bâti, là, presque 120 unités de logement réparties dans un mini-quartier, dans le fond. C'est vraiment très spécifique là, à la région, vraiment d'un milieu urbain, mais plus de type banlieue, où est-ce qu'on a développé quelque chose qui était plus à petite taille. Et donc, les gens vivent en maison, tout en étant dans une structure qui est coopérative. Donc, c'est assez novateur. Depuis le début des GRT, le mouvement coopératif des Caisses populaires Desjardins a donné un appui considérable au développement de l'habitation communautaire. Le GRT Nouvel Habitat, installé dans le berceau des coopératives Desjardins, a dès le départ bénéficié d'un soutien financier et plus tard d'un soutien organisationnel de la part de Desjardins. On est vraiment dans le berceau d'Alphonse, dans le berceau de Desjardins. Ici, la première case de Lévis a été fondée à 4-5 coins de rue ici de GRT. Donc, on baigne vraiment dans la coopération. Même la ville de Lévis s'est donnée comme slogan « Ville de coopération ». Les directeurs de caisse avaient une association qui ont endossé le projet de création d'un groupe de ressources techniques et ont mandaté un de leurs directeurs à siéger sur le conseil d'administration du groupe de ressources techniques. De passer par une caisse populaire, ça aide beaucoup à ouvrir des portes, notamment pour avoir accès à de l'expertise et des connaissances, que ce soit sur les taux ou le financement hypothécaire, tout ce qui est le marché financier. Donc, la présence de Desjardins nous facilitait beaucoup la vie de ce côté-là. En 1994, le gouvernement fédéral a cessé d'intervenir dans le développement du logement, ce qui a entraîné un arrêt complet du développement de l'habitation communautaire. Le réseau des GRT est passé à travers la pire crise de son histoire. Les GRT ont dû être imaginatifs pour ne pas être obligés de fermer leurs portes et de perdre toute l'expertise acquise. Brutalement, le gouvernement fédéral a mis fin à ce financement de logement social. La province et le gouvernement fédéral se sont totalement extraits du développement du logement communautaire. Ce qui a eu pour conséquence, entre autres, de perdre grosso modo à peu près la moitié des emplois dans les GRT. Donc, pendant 3 ans, il n'y a eu aucun logement communautaire qui ne s'est construit au Québec. Bien, c'était une année un peu particulière. Ça suivait la récession de 91. Ça a été une récession terrible. Les taux d'intérêt ont monté jusqu'à 21-22 %. Il y a un groupe d'action sociale très connu qui se nomme le FRAPRU, qui a, en pleine campagne électorale, sensibilisé différents élus sur la question du logement communautaire en faisant un moyen de pression absolument fantastique. Il avait construit des logements sur la colline parlementaire avec les pancartes des différents partis en campagne électorale. Autrement dit, pendant une nuit, ils sont arrivés avec des pancartes, des 2x4, ils ont construit des logements, puis ils ont invité les députés à venir visiter ces logements-là. Puis ils ont obtenu un certain nombre de promesses, notamment à l'époque du Parti québécois. Puis quand le Parti québécois a été élu, ils ont mis en place un nouveau programme qui, c'est étonnant, existe encore aujourd'hui. C'est le programme qu'on a au Québec, que nous envient d'ailleurs toutes les autres provinces canadiennes, opère déjà depuis une vingtaine d'années. Il s'appelle Axologie. Ce programme permettait à la fois aux coopératives d'habitation, aux OSBL, mais aussi aux sociétés d'habitation municipales, avec l'appui des groupes de ressources techniques, de construire soit des coopératives ou soit des résidences pour familles ou pour personnes vulnérables. Donc, à partir de ce moment-là, la réalité des GRT est devenue un peu plus stable en termes de développement, en termes d'emploi. Dans l'histoire des 40 ans, là, il y a eu une période d'au moins 10 ans là, où le Québec là,
était le seul endroit où il y avait des projets, des programmes de logement communautaire, de fonds publics. Même le fédéral, il n'y avait plus une province qui embarquait, puis Reagan avait tout fermé ça aux États-Unis. Donc, l'Amérique du Nord, en Amérique du Nord, on était les seuls à faire encore des projets de logement pour les gens à faible revenu, contrôlés par les gens à faible revenu. L'itinérance est une réalité que l'on retrouve en ville et de façon marquante à Montréal. Au fil du temps, les GRT en milieu urbain ont apporté leur soutien à des groupes venant en aide à des gens à risque ou en situation d'itinérance. C'est le cas d'Atelier Habitation Montréal. Un des projets phares dans la lutte à l'itinérance fut la construction d'une nouvelle aile à la Maison du Père, tout en rénovant la portion existante. C'est à la demande du père Michaud, alors directeur, que le GRT a réalisé cet immense chantier. Bonjour, Manon. Bienvenue. Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui. Bienvenue visiter la maison. Oui, bienvenue visiter ça. Bienvenue de ça. Maison du Père. Ils sont arrivés avec les pompiers qui nous ont dit il faut fermer la Maison du Père. Ils ont pompiers. Oh, on va trouver une solution. Là. On ne fermera pas la Maison du Père. Il y a 200 gars dans la rue ce soir. C'est fou. Fait que moi, j'ai utilisé les petits contacts que j'avais à la ville en disant oh, il y a un programme de subvention. On a trouvé une solution. Ça a pris 1 an. Mais on a trouvé un montage financier. En même temps, on a vu les problèmes que la Maison du Père avait, structurels. Puis on a essayé, avec notre projet, de régler tous les problèmes qu'ils avaient. Donc, le refuge, on a rénové le refuge au complet, remis aux normes. Puis on a aussi profité pour bonifier, mettre des gicleurs, mettre des choses qui sont plus sécuritaires. Puis après ça, on a construit la grosse bâtisse en arrière. Dans la bâtisse neuve, il y a une partie qui est les cuisines, puis salle à manger. Ensuite de ça, au-dessus de ça, il y a la résidence personnes âgées. Ça, c'est des hommes de la rue qui ont 55 ans et plus. Et après ça, au-dessus, il y a du logement de transition, à la fois des chambres, puis à la fois des studios, qui permet aux gens qui ont fait le cheminement pour sortir de la rue, mais là, ils peuvent aller dans un logement temporaire. Et après, ils vont aller dans une maison de chambre qu'on a travaillé avec la Maison du Père aussi. Le refuge de la Maison du Père est le premier refuge qui va être complet, en raison, entre autres, de sa situation géographique, mais aussi on est considéré comme celui qui est plus lumineux, le plus propre, le plus accueillant et tout ça. L'architecte, à l'époque, a beaucoup travaillé sur la lumière. Il y a une grande terrasse au centre, avec des portes patio tout le tour, qui fait rentrer beaucoup de lumière. Ça donne une vision différente d'un refuge. C'est ça qu'on peut faire avec des budgets serrés du programme Accès Logis. On peut faire des choses comme ça. En 2004, quand vous avez créé ça, il y avait 126 lits du refuge. Oui. Depuis l'an dernier, 194 hommes qui dorment ici à tous les soirs. C'est la dignité humaine qui est en cause. Puis c'est la base de tout. Quand tu te retrouves dans un milieu propre, en tout cas, selon notre philosophie, ça leur donne plus envie de se retrouver dans un milieu comme ça, permanent. La Maison du Père a fermé peut-être 2 semaines. Le reste du temps, il accueillait des hommes à tous les soirs. Puis les hommes disaient... on va accepter le trouble parce qu'il y a de la poussière, les douches ne marchaient pas tout le temps, ou c'était juste de l'eau froide ou juste de l'eau chaude. Les hommes acceptaient parce que le père Michaud, le père, il fait ça pour nous autres. Ici, on a une place sécuritaire. On peut rentrer tous les jours, on sort quand on veut, on va quand on veut. On a des intervenantes qui s'occupent de nous autres quand on a des problèmes, puis ça. On a toujours une place pour qu'on puisse manger, coucher, dormir, puis être propre. Puis nettoyer tout, il poussait tout. Tout au long, on a respecté l'homme qui va venir rester ici. Puis c'est ça que l'architecte puis tout le monde de l'équipe a eu en tête de comment on peut faire avec nos budgets qui sont assez limités, faire en sorte que ce soit un lieu, un cadre de vie intéressant. Quand je vous parlais de la lumière, quand il fait le soleil, là, cette lumière-là qui rentre dans les logements, c'est hallucinant. Ça, c'est un vrai studio. On est toujours dans du logement modeste, mais c'est une étape importante dans la personne qui chemine. Là. Elle a décidé de sortir de la rue, donc d'embarquer dans quelque chose qui peut être contraignant. Pas de consommation, rien. Puis là, elle vient s'installer ici, puis éventuellement, elle va quitter pour un logement permanent. Mais pour bien des hommes de la rue, c'est un pas en avant gigantesque pour presque la totalité, parce qu'on a son logement à soi. C'est symbolique de dire, tu as tes clés, tu peux rentrer chez vous. C'est un gros moment symbolique pour les gens. C'est un cheminement, c'est de réfléchir à l'homme de la rue, quand il rentre là, pour le sortir de la rue. Il y a ceux qui ne sortiront pas, qui vont retourner le lendemain matin, puis tu as ceux aussi qui disent, moi, là, je suis tanné, je veux passer à autre chose. Donc, nous, on a réfléchi avec eux là-dessus. C'est ça notre travail. C'est ça un GRT. Les organismes qui accueillent et hébergent les femmes en difficulté font aussi appel au GRT pour répondre à leurs besoins. Le Chaînon, c'est une maison d'hébergement pour femmes en difficulté. Dans cette maison,
Et dans une annexe, on accueille 66 femmes tous les jours, toutes les nuits. Donc, pendant une quarantaine d'années, le Chaînon était locataire de cette bâtisse. C'était les prêtres de Saint-Sulpice qui nous hébergeaient pour $1 par année. Et un jour, nos propriétaires souhaitaient se départir d'une partie de leur parc immobilier, dont la bâtisse que nous occupons. Donc, le conseil d'administration a décidé de faire une campagne pour acquérir la maison. Puisque nous devenions propriétaires, on s'engageait à faire en sorte que cette maison réponde aux normes du bâtiment. C'est ce qui m'a amené à communiquer avec Atelier Habitation Montréal pour partir le projet. Alors ici, tout a été refait à neuf. Et maintenant, quand les dames arrivent, on les accueille dans un bel environnement où c'est agréable de manger. Ici, c'est le système de gicleur qui a été installé durant la mise aux normes. C'est la sécurité des femmes et du personnel maintenant qui est assurée. Étant donné qu'on fait appel à de l'argent public et que c'est un chantier, en fait, c'est complexe, c'est compliqué, c'est pas mon expertise. Ces gens-là sont prêts. Ils l'ont fait, ils l'ont fait pour d'autres organisations. Ils savent comment faire un montage financier de ce genre de projet-là. Tout ça devient un support tellement incroyable et notre projet devient le leur. Donc, c'est pas un fournisseur de services, c'est un partenaire. Cette année, le GRT a accompagné le Chaînon dans l'acquisition d'une maison de chambre, la résidence Sainte-Marie. Celle-ci donnera accès à un logement de transition à des femmes en difficulté, leur permettant de se loger en toute sécurité à un prix abordable. Un pas important vers une autonomie complète pour ces femmes. C'est vite dit dans une phrase, nous avons obtenu un financement de programme Accès Logis. Dans la réalité, c'est des centaines d'heures de travail de la personne qui a développé le projet avec nous, Atelier Habitation Montréal. Là, on est dans la période d'émolition. C'est là qu'on découvre beaucoup d'éléments, où il y a des éléments structurels qu'on découvre que les professionnels ne pouvaient pas prévoir à l'intérieur de ça. Ça fait partie des projets de rénovation. Là, donc, si le problème est ici, là. Étant donné ce que tu nous parlais en réunion de chantier là. la dernière fois, la question de la pente, c'était ici. C'est ça, là. Il y avait de l'amiante dans l'immeuble, donc c'est une désamiantage complet du bâtiment. Donc, c'est sûr que ça complique les choses, ça complique les chantiers, et ça donne aussi des coûts beaucoup plus élevés là, par rapport à la réalisation du projet. C'est une organisation qui a toutes les raisons d'être fière de ce qu'elle fait. On essaie de protéger le patrimoine, de protéger l'environnement, de mettre en place des projets durables pour les humains qui habitent la ville. C'est formidable. On ne peut pas avoir des meilleurs amis. Depuis de nombreuses années, la société québécoise prend de l'âge. Le vieillissement de la population amène des nouveaux besoins spécifiques en termes de logement. Le réseau des GRT a toujours cherché à innover et à tenter de voir venir les besoins essentiels pour la communauté. C'est ainsi qu'il a été parmi les premiers à faire des résidences abordables pour personnes âgées. Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie, et Nancy Bello du GRT Habitation Populaire de l'Est se sont donné rendez-vous pour retourner visiter la villa Vents et Marées, une organisation sans but lucratif d'habitation pour personnes âgées à laquelle ils ont collaboré. Le projet est né en 2006. La réalité qui faisait en sorte que beaucoup de personnes âgées de notre communauté qui devaient quitter la région quand arrivait un moment où ils n'étaient plus capables d'entretenir leur maison. Puis là, on disait que c'est dommage de perdre des gens qui ne peuvent être relocalisés dans notre communauté. Dans les petites municipalités, ce qu'on voit depuis au moins 20 ans, là, c'est de créer des résidences pour les personnes âgées dans les villages. Ce que ça fait, c'est que les gens qui sont plus capables nécessairement de rester dans leur maison au lieu de s'en venir vers Rimouski dans les grands centres, restent dans leur communauté parce qu'ils ont participé à cette communauté-là toute leur vie. Et ce que ça fait, c'est que ça libère des maisons. Les jeunes rachètent les maisons, puis ça permet justement là, de garder nos villages, de garder nos services dans les villages. Fait que c'est une réponse A1 là, pour les régions. On avait eu l'idée, mais on n'avait pas l'expertise pour monter un tel projet. De là, l'importance pour nous d'aller chercher un groupe de ressources techniques qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin, tant dans la confection du projet, la réalisation des montages financiers, la logistique avec les partenaires, les architectes, les ingénieurs, une expertise que nous, on n'avait pas comme municipalité. Alors nous, on arrive au premier balbutiement. Quand l'idée est née, en fait, on a fait une séance d'info publique, puis on a invité toute la communauté à s'asseoir autour d'un
même projet, puis d'aller chercher finalement le besoin. Ensuite de ça, de passer toute l'administration aussi du programme Accès Logis, là, de passer toutes les étapes qui durent quelques années, souvent. Pendant la construction, on est là aussi. Donc là, à partir du moment où la construction est là, bien là, c'est le groupe aussi qu'il faut qu'ils se prennent en charge parce que après la construction, bien, c'est eux qui vont avoir à louer des logements. Donc, c'est eux qui rentrent en activité à ce moment-là. Fait qu'on forme le groupe à devenir autonome. Et 1 an après la construction, nous, on débarque. Mais c'est minimum 3 ans, là, à partir du moment où on commence à parler d'une idée, là. Je suis Raymonde Bouchard. J'étais originaire de Montjoly. Ça fait 3 ans et demi que j'habite ici. C'est pour avoir du confort, pour être bien. Suite à ma perte d'autonomie, c'était mes yeux. Je voyais presque pas de l'air. Je pouvais me faire autant de nourriture, puis j'avais toujours peur de me brûler. Alors ici, on a une salle à manger qui est multifonctionnelle, qui permet à la fois d'accueillir les groupes pour les repas, mais qui permet de réunir les gens pour des activités. Le fait que ces gens-là restent dans le village, ça permet une proximité puis ça permet un échange intergénérationnel entre ces gens-là qui sont nés là ou qui ont grandi là, des nouvelles familles souvent qui viennent juste pas de la place. Ça redynamise les conseils municipaux, ça redynamise tous les petits comités, le petit épicerie du coin. Fait que c'est vraiment une réponse qui est assez formidable, là, en fait, en région. La communauté est unie de voir toute une panoplie de gens contribuer à la vivacité municipale. Je m'appelle Thérèse, je viens de Montjoly. Resté 52 ans dans ma maison. C'était énervant de rester toute seule. J'ai pas regretté d'avoir vendu, là. Parce qu'en dernier, là, je faisais un peu de pression, puis ça m'énervait. Toute seule, là, l'hiver, là, je t'ai dit que j'aime pas ça. Hein? Dans ces projets-là, pour les personnes âgées en légère perte d'autonomie, majoritairement, on y retrouve à 75 % des femmes. La moyenne d'âge est autour de 80 ans. Donc, c'est des personnes qui, à l'époque, n'étaient pas sur le marché du travail. Donc, ils n'ont pas de régime de pension privée. La plupart n'ont pas de régie des rentes. Donc, les logements avec service... à ce moment-là, elle n'aurait pas la capacité de payer le loyer et d'obtenir les services, là. Donc, c'est pour ça que le logement communautaire est important. On a des beaux logements. On peut emmener nos choses, puis on est dans nos choses. Ah oui, c'est important d'avoir notre logement. Tu sais, de fermer ta porte puis de dire « je suis chez nous ». Ça nous ressemble un peu à nous. Pour plusieurs communautés à travers le Québec, la conservation de notre patrimoine bâti est un défi. Les GRT contribuent à lui donner une seconde vie en transformant des propriétés religieuses, industrielles ou institutionnelles pour y développer des projets immobiliers communautaires. Là, on s'en va dans Hochelaga Maisonneuve. On va aller visiter la coopérative d'habitation station numéro 1. La coopérative d'habitation station numéro 1, c'était la première station d'électrification longue ligne à Montréal. Il y avait un souhait, c'est-à-dire, on est capable d'aller plus vert dans ce bâtiment-là aussi. Bien, la conservation des bâtiments, je dirais qu'il n'y a pas encore les mesures au Québec qu'il faut pour qu'on puisse conserver les bâtiments. C'est un défi à chaque projet qu'on fait, c'est un exploit. Chaque projet est une victoire, dans le fond. Il faut multiplier, être inventif pour dire comment on garde puis on conserve le maximum tout en étant dans des budgets très modestes. C'est le bâtiment que vous voyez ici à droite. On est tout près de la place Valois. On a fait une belle affiche. Ici, on voit le pont. Normalement, tu ne sauves pas ça dans un projet d'habitation, OK? Et ça, c'est l'entrepreneur qui a dit c'est quelque chose qui reste du bâtiment qui a été fait, OK? Qui rappelle la vocation. Et qui a dit OK, moi, je le prends à ma charge, puis je vais le sauver. Écoute, sa grue pour le monter a presque cassé, OK, tellement que c'était lourd, écoute. Mais moi, je trouve que ça fait partie du merveilleux ensemble. 75 % des matériaux qui ont été déconstruits ont été réutilisés. On parle de 100 000 briques. Des petits détails. Regardez comme c'est joli, les 2 fenêtres aussi. Quand on dit, là, mettons, des symboles d'ouverture, les architectes, là, c'est aussi des artistes. Hein. Puis les 2 fenêtres qui font partie de l'ouverture sur la communauté, t'es pas juste fermé sur toi. Pour moi, il y a des symboles dans ce bâtiment-là qui valent la peine d'être soulignés. Puis c'est beau. Je trouve ça beau. Je le trouve beau. On est fiers.
Avec l'aide de Bâtir son quartier, les Sœurs de la Providence ont pu donner une nouvelle vocation à leur maison mère en développant l'espace Folhomme et l'habitat Folhomme. La communauté religieuse, là, leur relève, c'est qu'eux en ont plus. Donc, qui va s'occuper de leur patrimoine puis maintenir une mission, évidemment pas religieuse, mais qui a une certaine analogie? Donc, à un moment donné, ils se sont posés des questions. Est-ce que c'est possible de faire du développement économique, mais qui respecterait notre mission? Puis c'est là qu'ils ont découvert les GRT. Les Sœurs de la Providence, elles étaient désireuses de passer le patrimoine. Puis à terme, le résultat, on est particulièrement fiers parce que, bon, il y a un projet pour aînés, en légère perte d'autonomie, avec une ressource intermédiaire pour une continuité de service. On voulait aussi un milieu mixte, générateur d'emplois. Donc, il y a toute une partie qui s'adresse aux groupes communautaires et on a réussi à conserver l'extraordinaire chapelle en salle multifonctionnelle. C'est un privilège d'être un témoin de quand même ce passage-là qui fait partie de notre histoire. Les religieux, les religieuses, là, c'est une partie de l'histoire du Québec. Fait que donc, évidemment, je suis bien émue puis je me considère bien chanceuse d'être témoin, d'être dans cette démarche-là. Ils sont pas obligés juste de céder pour se créer un fonds de retraite. Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent se créer un fonds de retraite puis s'assurer que la mission communautaire du travail qu'ils faisaient, bien, il va être maintenu. Les GRT ont été au cœur des luttes pour l'accès à des logements décents dans les zones urbaines défavorisées. Pointe-Saint-Charles, un des quartiers les plus pauvres au Québec, fut l'un des premiers où les résidents ont fait des pressions afin de conserver leur accès à un logement abordable et salubre. Le quartier Pointe-Saint-Charles, c'était le plein emploi où il y avait dans les quartiers, effectivement, mettons 20-30 de gens à faible revenu. Tu avais 45 000 personnes. Puis à un moment donné, là, tout ça s'est vidé et est resté, comme dans beaucoup de quartiers populaires, les gens pauvres. Mais une volonté extrême, un attachement, puis une volonté à développer des outils puis des services pour les gens, par les gens. Il ne reste plus grand-chose de ce qui fut au début du siècle le cœur industriel de Montréal. Afin de stopper la détérioration du quartier, la Ville de Montréal lançait l'an dernier une vaste opération de rénovation forcée. Plusieurs petits propriétaires vendent et le coût du logement locatif augmente considérablement. La moitié des gens ne peuvent pas payer les augmentations suite au Code du logement là, qui est appliqué dans le moment dans Pointe-Saint-Charles. Les gens touchés ont formé un comité d'action. L'opération bannière, c'est pour se montrer, c'est pour dire aux édiles municipaux qu'on n'acceptera pas là, la situation et qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Cette volonté-là est très forte dans le quartier. Il y a un petit peu moins qu'une porte sur deux en logement social dans le quartier. On disait des gens s'inquiétaient que des gens étaient analphabètes. Puis nous, ce qu'on a expérimenté puis qu'on a vu tous les jours, c'est... Regarde, un analphabète peut-être, là, mais ça s'est compté. Sinon, ça ne survit pas. Et quand on fait de l'immobilier, l'enjeu, c'est de savoir compter. C'est de dire, quel loyer je vais payer, je vais-tu arriver, tout ça. Ils ont été exemplaires là-dedans. À la même époque, les citoyens du quartier Milton Park à Montréal se sont mobilisés pour lutter contre la destruction de leur logement. En plus d'être un endroit où les gens pouvaient vivre pour un loyer modique, c'était aussi un quartier à l'architecture riche. Une partie du patrimoine montréalais était en jeu. Dans le quartier ici, c'était reconnu pour presque pas déménager. Quand on déracine un arbre de 71 ans, on a de la misère aux racines. Oui. Un être humain, c'est la même chose. Pendant des semaines, les résidents du quartier ont enchaîné les manifestations, revendications et même des grèves de la faim, dans l'espoir de faire arrêter les travaux du promoteur immobilier. Maintenant, on est à peu près 25. Qu'est-ce qui pourrait intervenir pour vous faire arrêter la grève? C'est la Ville de Montréal, s'il arrêterait la démolition. Pendant 10 ans, là, en fin d'après-midi, là, à l'heure de pointe, ça se couchait sur la rue Jeanne-Mance, puis... Donc, il y a eu une grande résistance. Puis, à un moment donné, effectivement, ils ont réussi à gagner pour faire reculer un développeur qui avait construit ses premières tours, mais ils ont permis de sauver à peu près 850 logements. À la fin des années 70, le plus important projet de coopérative en Amérique du Nord a ainsi pu voir le jour. Dans le processus, le soutien d'Héritage Montréal et de l'architecte Phyllis Lambert fut primordial. Héritage, c'est une société à but non lucratif qui est formée pour veiller et garder et promouvoir la conservation urbaine. C'est uniquement à Montréal qu'on a une vraie
système de conservation du patrimoine. Nous avons quelque chose comme Héritage Montréal. Et puis, évidemment, la première loi pour la sauvegarde du patrimoine a été faite à Québec. C'est une ville où il faut avoir des quartiers authentiques. Et c'est l'histoire de notre vie, de notre société, notre appartenance. La lutte citoyenne dans le quartier Milton Park a été un point tournant pour le logement communautaire et dans la façon de percevoir le patrimoine. C'est qu'à partir de là, la notion de maintien dans les lieux là, est devenue comme... c'est ancré dans les politiques publiques. Il y avait un enjeu de maintenir les gens dans les lieux. T'sais, indépendamment de la bâtisse, il y a du monde là-dedans qui avait des conditions, qui avait un loyer, puis donc c'était important de maintenir les gens dans les lieux. Il y a eu un avant Milton Park, puis un après. Par exemple, un quartier comme Milton Park, ça peut être un exemple magnifique pour la société à venir. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut inviter les gens qui ont des opinions de comment on peut faire ça. Ça peut différer, c'est essentiel que ça diffère. Mais il faut le débat. Il faut vraiment une société qui est construite sur le débat et l'action, OK, qui suit le débat. Et que ce soit une action pour la prochaine élection, mais pour la prochaine génération. En 1997, Phyllis Lambert a mis sur pied le premier fonds d'investissement privé consacré au logement communautaire. Le Fonds d'investissement de Montréal a déjà permis à plus de 750 ménages de trouver un logement abordable. Un soutien unique et précieux, indépendant des programmes gouvernementaux. Madame Phyllis Lambert a dit « il faut que le privé intervienne ». Il y avait beaucoup de reprises hypothécaires à cette époque-là. Elle a sollicité des investisseurs privés en disant « vous devez faire votre part pour qu'on trouve des solutions au logement ». Donc, le Fonds d'investissement de Montréal a été créé dans sa première phase. Depuis ce temps-là, il y a 4 capitalisations qui ont été faites. Ça a permis de démontrer aux investisseurs que l'habitation communautaire, c'est rentable. C'était un vrai investissement en dollars. Nous avons levé 20 millions de dollars. Et finalement, on a dit non, il faut pousser encore plus parce qu'il faut que les gens investissent. Juste dans la culture, ça c'est très, très important. Mais c'est très important qu'on investisse dans la culture. En France, c'est aussi le fond quand les gens vivent dans la ville. Donc, on peut maintenant compter sur des partenaires qu'on n'avait pas à l'époque, que peut-être que les rencontres ne se seraient pas faites si Mme Lambert n'avait pas parti ce fonds-là, mais qui aujourd'hui nous permet de développer de différentes façons. Nous avons fait 700 plus d'unités et le bilan, c'est quelque chose de très heureux. C'est ça qui est magnifique. C'est uniquement travailler avec les autres quand on peut s'aider soi-même. L'implication du privé joue aujourd'hui un rôle essentiel dans la réalisation des projets des GRT. Le Fonds d'acquisition québécois permet à des GRT d'identifier des immeubles pour créer des coopératives d'habitation pour permettre à des gens de se loger de façon convenablement. Donc, on a créé un premier fonds qui permet à ces gens-là, quand ils identifient un terrain, de procéder à l'acquisition immédiatement et de faire les travaux ou la construction complète gérée par les groupes de ressources techniques. Nous, on intervient dans l'intérim entre le moment où ils font la transaction avec le vendeur et le moment où ils sont remboursés par les programmes au niveau de la SHQ et de Accès Logis. Donc, on fait le financement temporaire pour permettre à ces gens-là de réaliser le projet, ce qu'avant, ils avaient beaucoup de difficultés à trouver. Il n'y a pas de banque qui veut faire ce financement de type temporaire-là. Je vous dirais que depuis le tout début qu'on fait ce type de financement-là, dans l'ensemble du portefeuille communautaire, on a un rendement qui tourne aux alentours de 5 à 6 %, ce qui est tout à fait convenable pour nous, eu égard au service qu'on rend aux gens de permettre de se loger de façon très convenable. On a aussi, quand on développe de l'habitation communautaire, on ne l'a pas nommé, mais la Société d'habitation du Québec, le gouvernement du Québec, puis la Société canadienne d'hypothèque et de logement depuis plus récemment. Le privé ne peut pas répondre à tous les besoins. Okay? C'est fondamental, ça a toujours été ça. C'est pas tout le monde qui peut payer un loyer du marché. Ça prend des formules adaptées. La société est là en appui. Donc, elle peut aider le milieu communautaire à sa façon. C'est des subventions, c'est de l'aide technique aussi, puis des fois des prêts avec taux avantageux. Les GRT pour du logement communautaire, ils ont su démontrer aux autorités qu'il y avait leur place, puis il y avait des bons arguments, puis une belle expertise au plan à la fois technique, mais social. Donc, il y avait un beau mariage. C'est viable. Et puis, on démontrait qu'ils pouvaient faire des projets qui peuvent durer dans le temps.
Ce qu'on a fait dans les années 80, grosso modo, a pris de la valeur, on doit bien s'en douter, depuis 35 ans. Puis les études qui ont été réalisées récemment nous disent qu'il y a une équité qui est équivalente à 75 000 $ par logement. Donc, tu vois, on a à peu près 80 000 logements, multiplié par 75 000 $, ça fait un immense magot. Donc, si on peut utiliser ce magot-là pour faire du développement autonome, parce qu'on trouve que c'est une voie qui est une voie d'avenir, ça multiplie de façon exponentielle la valeur des contributions publiques en termes de retombées. Aujourd'hui, plusieurs défis attendent encore les groupes de ressources techniques. Je vois une grande continuité, puis je vois encore du changement, puis je vois surtout encore beaucoup, mais beaucoup de besoins dans notre région. Fait que je vois un paquet de beaux défis qui s'en viennent là, pour les prochaines années ou peut-être pour les 20-30 prochaines années. Puis les besoins, bien, il y en a des besoins. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est même un peu honteux là, de voir comment il y a des gens qui sont encore dans de très mauvaises conditions. Il y a des choses qui sont importantes, qui devraient être des urgences. Puis ça devrait être aussi simple de dire qu'on a un objectif de 300 000 à 400 000 au Québec que de parler de CPE ou de parler de santé ou d'éducation. Je pense que les gens cherchent aussi à avoir de plus en plus des projets où est-ce qu'on va évoluer dans le temps. Là. On va habiter dans un lieu, nos enfants puissent y habiter aussi, alors que nous, on y est comme aînés. Donc, c'est des besoins, je pense, qui vont être changeants dans les prochaines années, qui vont nous amener à voir un petit peu les choses différemment. Bon, mon grand rêve, là, puis là, ça, c'est peut-être pas le défi de la prochaine année, mais mon grand rêve, c'est qu'à terme, il n'y ait plus aucun citoyen québécois qui soit pas bien logé décemment. Okay? Puis paie un logement dans sa capacité de payer. Mais dans les défis à court terme, ben, c'est au moins qu'on ne soit pas obligé à chaque année de prendre le bâton de pèlerin puis demander une reconduction du programme. C'est trop long de faire des projets. S'il fallait que les gens qui s'achètent un condo prennent 9 mois avant d'avoir une lettre qui leur dit qu'ils pourraient avoir du financement, le marché serait mort. Donc, ben, nous, on vit là-dedans. Là. On vit dans cette espèce... Même après 40 ans de succès, là, on vit dans cette espèce de système un peu poussif là, qui fait que c'est très long de développer des projets. Non seulement les fonds publics sont insuffisants, le programme a mal vieilli, donc il est beaucoup plus difficile à engager. Quand j'ai commencé dans un GRT, on réalisait un projet de coopérative grosso modo en dedans d'un an et demi, alors qu'aujourd'hui, on réalise ce genre de projet-là entre 5 et 6 années. Grosso modo, on fait 3 000 logements par année avec Axélogie. Il y a 240 000 ménages mal logés au Québec. Donc, fais le compte, on en a pour quelques décennies au moins. Là. Donc, il faut intervenir plus massivement sur cette question-là, d'où la nécessité que les GRT continuent de développer des outils financiers, de faire de l'innovation, de servir de l'équité des projets existants pour en développer de nouveaux d'une façon plus autonome. 40 ans d'existence des GRT. C'est plus de 200 travailleurs et travailleuses passionnés dans toutes les régions du Québec. C'est 80 000 logements communautaires développés. C'est aussi la création des fédérations régionales, du Réseau québécois des OSBL d'habitation et de la Confédération québécoise des coopératives d'habitation. C'est le partenariat entre les offices municipaux d'habitation et les GRT dans le développement des projets. Le gouvernement du Québec a sorti une fois la statistique, puis après ça, il n'a jamais voulu la ressortir, je ne sais pas pourquoi. L'espérance de vie des entreprises au Québec, après 10 ans, toute catégorie, là, toute aéronautique, toute catégorie, là, celle qui avait la plus grosse espérance de vie, c'était les coopératives d'habitation, 97 %. Ce parc immobilier-là est parmi les mieux gérés du Québec. On voit que c'est un succès. En tout cas, on a même plusieurs pays ou même provinces qui viennent ici pour étudier notre modèle. T'sais, à travers le professionnalisme qu'on a, on a un grand côté humain, là, je pense, qui est partagé dans tous les chargés de projet puis les gens qui travaillent dans les GRT. C'est de travailler avec du monde puis de faire avancer ce monde-là vers quelque chose de meilleur. T'sais. Cette satisfaction-là de faire une différence dans la vie des gens, on dit dans les GRT, un logement à la fois, là, mais je pense que ça, c'est ce qui nous rend le plus fiers. Puis quand tu repasses devant tes bâtiments, puis tu vois des gens avec qui tu as travaillé il y a 30 ans dans une coop, puis là, ils sont rendus âgés, comme moi. Puis là, ils ont leurs petits-enfants avec eux autres sur le terrain. L'été, ben tu dis, on a réussi notre coup. Moi, ma fierté, là, c'est chaque logement qu'on a fait. On pourrait dire à bâtir son quartier avec presque 13 000 logements réalisés, c'est au moins 13 000 fiertés. On travaille fort,
pour être fier, pour jamais se tourner la tête quand on passe devant un projet. Pour se dire ça, on est fiers, c'est dur de faire des projets, mais on a réussi à le faire parce que tout le monde travaille ensemble. Je suis prêt à faire le pari, moi, que dans 40 ans, les GRT vont être encore là. Parce que dans 40 ans, ils vont répondre non seulement aux besoins qui n'auront toujours malheureusement pas été répondus, mais ils vont aussi aider ceux qui sont déjà là à améliorer l'offre de service puis à améliorer la qualité du social puis du bâti. Donc, il y a un niveau d'organisation là qui est là pour rester. De Bécomo à Montréal, en passant par Salaberry de Valleyfield, Lévis, Rimouski, Val-d'Or, Gaspé, Fermont, Gatineau, en passant par Sherbrooke, Joliette et plusieurs autres, c'est la naissance de tout un mouvement où chaque logement, chaque projet contribue à faire du Québec un endroit plus juste et plus équitable.